Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous sur Média TV. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois, bien sûr, pour On dit tout. L'émission, justement, qui vous accompagne dans votre santé, votre mieux-être. Et ce soir, je vous propose de parler de récidive. Alors nous, dans les médias, très souvent, ce que nous faisons, c'est de la sensibilisation et de la prévention par rapport à la primo-infection, par rapport à on va dire, l'apparition initiale du cancer. Et on oublie souvent de parler de récidive. La récidive, qu'est-ce que c'est exactement? Et puis aussi le volet émotionnel de cette récidive. Eh bien, c'est ce que je vous propose ce soir avec deux spécialistes. Dans un petit moment, on aura avec nous Madame Oumaïa Abdelkabi, qui est psychologue, mais pour l'heure, je reçois le professeur Amour Aziz, oncologue et radiothérapeute. Bonsoir, professeur Amour. Bonsoir, Yasmine. C'est un plaisir de vous avoir, professeur. Merci infiniment. Alors, je vais vous demander peut-être d'abord, pour commencer, de définir ce qu'est une récidive. Oui. Tout d'abord, je voudrais vous remercier, Yasmine, à travers votre émission, de tout le travail que vous faites pour la sensibilisation de la population concernant donc, le cancer, les moyens de dépistage et les moyens de traitement. Et ça, ça a été vu à travers ce mois d'octobre rose. On a vu une grosse activité de sensibilisation. Alors, concernant la récidive, en fait, c'est vrai qu'on parle beaucoup plus dans les médias dans les médias du cancer, mais en fait, on parle plus rarement de la récidive. La récidive, si on veut la définir, c'est en fait le retour de la maladie cancéreuse après un traitement déjà effectué de la maladie primitive. Alors, cette récidive, elle peut survenir soit sur le même site de traitement, soit à distance, communément appelée métastase. D'accord. Alors ce soir, ce soir, on va rester un petit peu dans les généralités, professeur Amour, sans rentrer bien sûr dans les détails de chaque maladie, mais dans la littérature, certains cancers ont plus de risques de récidive que d'autres. Pourquoi ? Oui, en fait, il faut savoir que la récidive, elle dépend de trois paramètres essentiellement. Il y a d'abord le paramètre histologique, c'est-à-dire le type histologique de la tumeur. En fait, c'est-à-dire le type histologique, ça veut dire quoi? Ce sont la nature des cellules qui composent cette tumeur. En fait, il y a par exemple, je vais vous donner des exemples, des tumeurs comme les tumeurs germinales ou bien le séminome, ce sont des tumeurs qui se trouvent dans le testicule, ou bien certains lymphomes qui récidivent beaucoup moins, avec des taux de guérison donc quasiment de 100%, par rapport à d'autres tumeurs comme le cancer du poumon ou certains sarcomes par exemple, qui sont connus par des taux de récidive très élevés. Donc le type histologique est un élément important. Il y a des tumeurs qui récidivent plus que d'autres de par leur nature. Deuxième élément, c'est le stade dans lequel en fait, on a découvert cette maladie. Effectivement, une tumeur de moins de sein, un cancer de sein par exemple de moins d'1 centimètre, opéré, il va avoir un risque de récidive de moins de 5% par rapport à un cancer du sein, par exemple, qui mesure quasiment 5 cm ou bien qui a atteint des ganglions, là, le risque, il est beaucoup plus important de récidive. Le troisième paramètre, c'est l'acte chirurgical ou bien le traitement qui a été fait pour la tumeur initiale. Si par exemple la tumeur initiale était petite et la chirurgie, elle répondait aux normes de chirurgie carcinologique et elle a enlevé quasiment toute la tumeur avec les ganglions selon les règles de l'art, elle aura beaucoup moins de risques de récidive qu'une tumeur qui est une grosse tumeur par exemple, qui est collée à un vaisseau et le chirurgien ne pouvait pas tout enlever. Et donc, ces paramètres-là, c'est ces paramètres qui vont permettre de définir le risque de récidive. Et nous, au quotidien, on passe les dossiers en réunion multidisciplinaire pour évaluer ce risque de récidive et proposer des traitements, ce qu'on appelle des traitements adjuvants, pour prévenir ce risque de récidive. Est-ce que vous en parlez avec les patients justement de ce risque de récidive ou bien parce qu'il y a cet engouement, parce que le médecin et le patient arrivent à prendre le dessus sur le cancer lorsqu'il est apparu la première fois, on évite de parler des choses négatives ou des choses qui fâchent parce que justement on est emballé à l'idée d'avoir entre guillemets dépassé, voire guéri ce cancer?
Excellente question, Yasmine. En fait, c'est ce qui a changé récemment. Si vous vous rappelez, il y a une quinzaine d'années, parler du mot cancer lors de l'annonce, c'était quelque chose d'affreux et c'était un tabou. Et alors, avec le travail que vous faites de sensibilisation, de médiatisation, en fait, aujourd'hui, il est devenu routinier, je dirais, de parler directement aux patients et en présence de sa famille, et on parle franchement. Et on a rarement tendance à cacher l'information parce que les études ont montré que plus on explique au patient, plus il va adhérer à son traitement parce qu'il va comprendre son intérêt. Et effectivement, lors de l'annonce, et je pense que vous allez aborder ça avec le psychologue qui est avec nous, il y a effectivement un protocole thérapeutique qui est expliqué aux patients et durant lequel il faut expliquer le pour et le contre de chaque volet thérapeutique, avec les effets secondaires bien sûr, et c'est très important que le patient adhère à ce traitement. Et on a remarqué dans notre pratique que plus un patient qui adhère et qui désire ce traitement, en fait, plus on aura de bons résultats par rapport à d'autres pour lesquels, par exemple, la famille, elle rentre au début, nous demandait s'il vous plaît, ne parlez pas aux patients et tout ça, mais ça, on en voit de moins en moins. D'accord. Mais vous savez, docteur Amour, aujourd'hui, le cancer est classifié comme une maladie chronique. Est-ce que ça veut dire que la récidive est inéluctable à un moment ou à un autre? Alors la récidive, elle fait partie de la maladie chronique. Si je vous dis par exemple hypertension artérielle ou diabète, eh ben, en fait, ce sont des maladies chroniques qui, sans un contrôle régulier, sans un suivi avec des traitements et tout ça, en fait, ils peuvent devenir très très graves. Eh ben, le cancer aujourd'hui, avec toutes les thérapies nouvelles qui ont permis de contrôler cette maladie, en fait, il ressemble maintenant à une maladie chronique comme le diabète et l'hypertension, de telle sorte qu'il faut régulièrement screener ces malades, c'est-à-dire leur faire, après avoir fait le traitement initial, je dirais, de faire régulièrement des radios, des bilans biologiques qui nous permettront éventuellement de découvrir une récidive si elle a lieu, parce que pas tous les cancers vont récidiver, comme je vous ai dit au début, mais si elle va récidiver, grâce à ces bilans réguliers, on va la découvrir au début et le traitement sera beaucoup plus rapide et plus efficace. C'est ça. Alors, on va revenir à l'une des causes de récidive qui est notamment liée à la chirurgie, à la manière dont ça a été pratiqué. Vous savez, professeur, et je pense que vous devez le savoir bien mieux que moi, avec l'avènement d'une récidive, surtout quand voilà, c'est en rapport plus ou moins avec la chirurgie, la famille et le patient souvent incriminent carrément une erreur médicale, une faute médicale. Le chirurgien n'a pas tout enlevé, a laissé des cellules, a laissé quelque chose qui a ressurgi. Est-ce que c'est légitime comme interprétation de la part du patient? De la part du patient, il a bien le droit de se poser des questions. Mais ce que je pourrais vous dire, Yasmine, c'est qu'aujourd'hui, la cancérologie en général, que ce soit la chirurgie, la chimiothérapie ou la radiothérapie, ils doivent répondre à des normes internationales. Vous savez, les indications thérapeutiques se basent sur des recommandations et les recommandations émanent d'études cliniques. Donc, on assiste régulièrement à des conférences à l'étranger qui nous permettent de se réunir, de partager nos expériences et de sortir avec des recommandations. Alors, en matière de chirurgie, par exemple, il y a des recommandations pour faire une bonne chirurgie carcinologique. Par exemple, si on prend l'exemple d'un cancer du sein, si on veut faire une chirurgie conservatrice du sein, en fait, le chirurgien est obligé d'enlever une marge autour de la tumeur du sein et également enlever en dessous de l'aisselle des ganglions. C'est l'acte légitime et carcinologique qui doit être fait. On peut toujours contrôler cet acte sur le papier de l'anapathe qu'on envoie, parce que cette pièce, on va l'envoyer à un service d'anatomopathologie et il va nous donner un rapport. Et sur ce rapport existent tous les détails de l'acte chirurgical
Et donc là, on saura effectivement si l'acte a été bien fait ou pas. Et je finirai par le fait que toujours le patient et la famille ont le droit d'avoir un rapport médical détaillé de tous les protocoles thérapeutiques faits pour le patient et qui pourraient éventuellement être expertisés par des équipes soit nationaux ou internationaux. C'est des choses qu'on demande justement parfois, ça arrive que les patients demandent ça? Tout à fait, et moi je les donne sans aucune discussion. C'est le droit du malade, de recevoir un rapport médical détaillé de ce qu'on lui a fait. C'est tout à fait légitime. Alors, professeur Amour, de la même manière que nous, médias, nous sensibilisons contre l'apparition d'un premier cancer, notamment à travers le dépistage précoce, enfin, tout ce qu'on a très souvent discuté, est-ce qu'on peut faire la même chose pour les récidives? Est-ce que le patient a lui aussi sa part de responsabilité, si j'ose dire? Oh que oui, Yasmine. D'accord. Comme vous avez pu prouver l'efficacité des médias pour le dépistage et le diagnostic précoce des cancers à travers vos émissions, à travers les campagnes de dépistage et de sensibilisation que vous faites à travers vos émissions, on a d'ailleurs palpé, et ça sur le terrain, on voit de plus en plus des petites tumeurs, on voit de plus en plus des patientes qui viennent faire de la mammographie, de dépistage, sans qu'il y ait de symptômes. Eh ben, c'est la même histoire, elle pourrait se faire pour les récidives. Et en fait, on a un exemple typique, c'est ce qui vient de se passer pendant cette épidémie de Covid. Beaucoup de patients qui avaient leur contrôle, parce que vous savez qu'après la fin d'un protocole thérapeutique, le patient est suivi régulièrement selon un calendrier en général qui est trimestriel en faisant des radios, des bilans biologiques. Eh bien, pendant toute cette période qui va quasiment être à un an de l'épidémie, il y a beaucoup de patients de peur de contaminer le virus. En fait, ils sont restés chez eux, ils n'ont pas fait leur bilan et parfois, on les voit avec des états de récidive qui sont un peu avancés. Eh bien, dans ce sens, et à travers votre émission, on compte beaucoup sur les médias pour encourager les patients à respecter les rendez-vous de contrôle qui sont prévus dans leur protocole thérapeutique. Et c'est vrai que ça va nous aider à permettre de découvrir les récidives très tôt. Et enfin, je pense que c'est un élément important, c'est que si on assiste à une généralisation de la couverture médicale, les patients vont être beaucoup plus séduits parce qu'il ne va plus réfléchir et penser aux dépenses de ces radios et de ces bilans avant de venir nous voir. Et donc, je pense qu'en ayant cette généralisation de la couverture sociale, on va nettement améliorer ce problème. Alors peut-être, dernière question avant de vous lâcher, professeur Amour, est-ce que c'est plus compliqué de soigner une récidive qu'un primo-cancer? Normalement, la récidive d'une tumeur, elle fait partie des mêmes types cellulaires, c'est-à-dire en général, on va, par exemple, en parlant de la chimiothérapie, eh ben, ça va être les mêmes produits qu'on a utilisés pour la tumeur primitive que pour la récidive, puisque ce sont des cellules de la même famille. Il faut dire qu'avec la recherche thérapeutique actuelle, on a une panoplie de médicaments. Dieu merci, chose qui a changé en fait l'évolution de cette maladie cancéreuse par rapport à avant. Auparavant, on avait peut-être par discipline 3 ou 4 produits. Aujourd'hui, on en a une dizaine, voire une vingtaine. Et surtout avec les thérapies ciblées, l'immunothérapie récemment, on a une panoplie de médicaments qu'on peut utiliser pour attaquer ces récidives. Eh bien, merci infiniment pour votre disponibilité, professeur Aziz Amour. Vous êtes oncologue et radiothérapeute à Marrakech. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct. Et on prend le relais cette fois-ci avec vous, Madame Oumaya Belkabil. Vous êtes psychologue, psychothérapeute. Bonsoir, Madame. Vous allez bien? Bonsoir, merci pour l'invitation, merci de m'avoir invité Yasmine et surtout je vous remercie de mettre en avant et en lumière la place de la prise en charge psychologique des patients en oncologie qui est pas des moindres. C'est ça, absolument, et d'autant plus qu'une récidive, ce n'est pas uniquement dans le corps, mais c'est aussi
une épreuve émotionnelle et c'est important d'en parler. À quel degré c'est justement une épreuve émotionnelle, Madame Belkabil? Alors, effectivement, vous le soulignez bien, parce que vivre une récidive, c'est pas la vivre que dans son corps physique, c'est la revivre aussi dans son corps psychique. Avoir un cancer et recevoir des traitements anti-cancer n'est pas seulement un défi pour le corps du patient ou de la patiente, mais c'est aussi une épreuve psychologique et émotionnelle. D'ailleurs, selon la définition qu'on donne l'Organisation mondiale de la santé mentale fait partie intégrante de la santé. Donc, quand on prend en charge un patient en oncologie, on le prend en charge dans sa globalité, dans son intégrité physique et psychique. C'est ça. Mais l'annonce de la récidive, justement, comment elle doit se faire? Parce que qu'est-ce que ça représente pour un patient de savoir qu'il fait une récidive? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque personne va réagir différemment. Tout dépend de la personnalité, du vécu, de l'état d'esprit et de la situation de vie au moment où la maladie ressurgit. Ceci dit, une bonne communication est fondamentale. Il est important, il est impératif de mettre les mots MOETS sur les mots MAUX, comme a dit professeur Ammour auparavant. Il est important de communiquer avec le patient, il est important de prendre le temps d'expliquer au patient. Alors quand vous voyez les études cliniques et les guides, on remarque que l'annonce fait l'objet de recommandations précises. L'annonce de la récidive renvoie à une dimension de choc, de traumatisme, parce que cette annonce comporte un élément qui bouscule psychiquement le malade, même si il y a eu attente, même si il y a eu un diagnostic passé, même s'il y a eu un traitement passé, le fait de recevoir l'annonce de la récidive au moment de l'annonce, eh ben c'est un choc, malgré le fait que peut-être même le patient avait des doutes. Et donc le dispositif d'annonce est une mesure qui est mise en place, qui donne accès aux patients à de l'information, mais d'une façon prenant en considération son état psychique, mais aussi en lui présentant l'information progressivement et d'une façon bien respectueuse. Alors en général, une annonce de récidive, comme une annonce de diagnostic, eh ben, elle comprend un temps médical où le médecin, comme a dit le professeur Ammour, va vraiment prendre le temps d'expliquer le diagnostic, la récidive, le comment de la chose et la proposition de traitement. Il y a aussi ce qu'on appelle un temps d'accompagnement où les soignants vont permettre aux malades ainsi qu'à ses proches de compléter les informations médicales reçues et d'informer le patient sur ses droits, sur ce qu'il peut demander. Comme professeur Ammour tout à l'heure disait, eh ben, le patient a tout à fait le droit de demander son dossier. Ou même de le récupérer. Aussi, c'est important d'informer les patients sur les associations qui peuvent lui venir en aide. Et d'ailleurs, il y a une association ici au Maroc qui fait un très bon travail, que ça soit l'association d'Azhour qui offre un espace d'écoute et d'accompagnement pour les patients en oncologie. Il y a aussi ce qu'on appelle un temps de soutien, proposant l'accès à différents soins. Et parmi ces soins-là, c'est les prises en charge psychologiques individuelles, de groupe, mais aussi l'accompagnement des familles et l'accompagnement des enfants des malades aussi. Alors, on va arriver à ce point, si vous le permettez, Madame Belkabil. L'entourage aussi est très important. Alors, je voudrais quand même vous poser cette question. Est-ce que, de par votre pratique, votre expérience, est-ce que le patient, on va dire, a moins de force émotionnelle pour affronter une récidive qu'il n'a eu pour affronter un premier cancer? Est-ce que vous sentez que les patients sont...
ils ont moins de force émotionnelle. C'est vraiment ça. Ils sont moins capables de gérer la situation qu'une première fois. C'est une très très bonne question, Yasmine, et je vous remercie pour cette question. Alors, quand vous regardez la littérature et les études cliniques, ils ont bien démontré que lors du diagnostic initial du cancer, eh ben, faisant partie de la prise en charge, c'est l'accompagnement psychologique. Donc, normalement, les patients ont reçu un accompagnement psychologique lors du premier diagnostic et lors des premiers traitements. Par la suite, ce qu'on retrouve dans la littérature, et d'ailleurs dans le congrès de la Société américaine d'oncologie en 2017, il y a 3 études qui ont démontré que suite au premier traitement, même quand le patient est guéri, eh ben, l'accompagnement psychologique devait continuer par rapport à 2 plans. 2 points, je dirais. Par rapport à la peur de la rechute de la récidive, parce que c'est une peur réelle et qui accompagne le patient en oncologie, même quand il est guéri, et aussi pour s'adapter au fait que c'est une maladie chronique, comme vous l'avez si bien dit. Donc, normalement, le patient arrivant à une situation clinique de récidive a reçu l'accompagnement nécessaire tout au long, que ce soit de la première phase de maladie primaire ou même en phase de convalescence. Donc, arrivé à la nouvelle de la récidive, effectivement, il y a un choc, c'est un traumatisme à l'annonce, mais ce que les études ont démontré, c'est que le patient est, je ne dirais pas mieux préparé, mais émotionnellement à développer des ressources internes et une résilience afin de faire face à ce traumatisme de l'annonce d'une récidive. Encore faut-il que l'accompagnement ait été fait, comme vous l'avez dit, étape après étape dans les règles de l'art. Tout à fait. C'est ça. Alors, l'épreuve du cancer et l'épreuve de la récidive, c'est bien sûr le patient, mais c'est toute la famille et l'entourage, les enfants, le conjoint ou l'épouse qui le vit aussi, les frères, les sœurs. L'entourage aussi doit être pris en compte, mais pas comme un seul lot, j'imagine, mais comme différents individus, parce que cet entourage est constitué de plusieurs personnes, plusieurs personnalités, plusieurs tempéraments, plusieurs capacités psychiques. Complètement. À l'annonce d'un cancer ou à l'annonce d'une récidive, il y a toujours un avant et un après pour chaque membre de la famille, que ça soit le patient ou la patiente et les partenaires de vie, les enfants, les parents, la fratrie. C'est tout le système familial qui vit subjectivement et individuellement l'expérience de ce que ce diagnostic, à quoi il renvoie. Et en général, une récidive, forcément, renvoie à des questionnements existentiels, renvoie à l'idée de la mort, renvoie à l'idée de qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Et donc, forcément, il y a un accompagnement qui est recommandé, un accompagnement familial, donc toute la famille, ce qu'on appelle une thérapie systémique, une thérapie familiale, mais aussi un accompagnement individuel des membres de la famille du malade. Est-ce que je peux vous demander en 30 secondes de me répondre à cette question? Comment on peut redonner confiance au patient dans son traitement, dans une prise en charge avec une récidive? Alors, c'est une très très bonne question et d'ailleurs, j'y venais. Écoutez, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on est face non seulement à un corps malade, mais à un corps psychique qui est en souffrance. Reprendre confiance, c'est d'abord la capacité au corps médical et au corps soignant d'avoir la capacité d'être à l'écoute de la souffrance psychique du patient. Le patient va recevoir l'information, va recevoir l'annonce. Parfois, il est même prêt
D'ailleurs, parfois, il y a des patients, c'est eux qui sentent qu'il y a quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas habituel et vont solliciter leur médecin traitant. Donc, les patients, intellectuellement, rationnellement, peuvent complètement recevoir cette réalité médicale. Maintenant, la réalité médicale ne veut pas dire la vérité subjective, donc cette expérience sensorielle et émotionnelle et psychologique que le malade a de sa maladie. Et le corps médical se doit de pouvoir être à l'écoute de ça. Et donc les patients vont utiliser différents mécanismes de défense, ce qu'on appelle ces mécanismes qui vont utiliser parfois consciemment et parfois inconsciemment pour se défendre de cette réalité qui est invivable et qui est vraiment... Madame Belkabil, ce que je vous propose, c'est de continuer cette discussion, mais dans un autre rendez-vous pour On se dit tout, mais également dans Blamiad sur Médien, parce que vraiment on a fait cette émission avec vous, avec le professeur Amour, en toute empathie pour les familles et les malades qui retombent dans une récidive, vraiment en ressentant au maximum leurs émotions et leurs craintes, leurs peurs. Donc voilà, comment redonner confiance. On va appeler ça comme ça la prochaine fois et on va se donner rendez-vous très très prochainement. Merci beaucoup Madame Belkabil Oumaïa d'avoir été avec nous en direct de Casablanca pour cette discussion. Ce rendez-vous sera rediffusé ce soir à 22h30 sur Médien TV et puis demain bien sûr vous aurez le plaisir de suivre, je l'espère, le best-of de cette semaine. À lundi, au revoir.